Serge Mikhailov, bonjour. Bonjour Hicham Baniaïch. Vous êtes un développeur, un homme au long parcours. Vous avez une expérience multiple qu'on va aborder. D'abord, j'ai envie de vous dire, à travers le livre que vous avez publié de 485 pages, qui s'appelle Revoir Églolique, qui est un livre absolument à lire, tellement il est d'abord un livre gigogne. Comment vous avez pu vous lancer dans cette aventure? Parce que il est tellement en arborescence et il résume un peu votre parcours avec les aspects les plus forts. C'est un livre en fait inclassable. Ce qui est arrivé tout simplement, c'est que j'ai eu un pépin de santé très grave il y a 5 ans. Je me suis réveillé un matin paralysé, donc ça fait quand même un sacré choc. Et j'ai passé 11 mois à l'hôpital. Et donc j'ai construit ce livre la nuit, avec les nuits où je ne dormais pas. Et je me suis dit, je me suis tout enregistré à la mémoire. Et à la sortie de l'hôpital, j'ai écrit ça très vite, à toute vitesse. Donc, effectivement, ça retrace un parcours qui est un peu original, un peu fou, dans la mesure où on peut s'interroger effectivement sur le titre Revoir Igulik. Igulik, c'est une petite île dans l'Arctique, au nord du cercle polaire, Oui. qui est peuplée par des Inuits. Et pour mes 18 ans, j'ai décidé d'aller faire un tour à Igulik, ce qui est quand même assez compliqué. Oui. Et après différentes difficultés, avec deux copains, nous nous sommes séparés très vite. Eh bien, j'ai fait une saison à la voile dans une baleinière qui datait de la fin du 19e siècle. Avec les Inuits, j'ai fait une campagne complète de chasse aux phoques et aux morses au milieu des glaces, dans des conditions assez sportives qui m'ont Mhm. coûté, je dirais, 9 mois d'hôpital en sortant de là, de par la fatigue, de par les difficultés, de par quantité d'aventures qui me sont arrivées pendant ces 9 mois. Et pendant toute ma vie, j'ai eu envie de retourner à Igulik et je n'ai jamais pu y retourner. Et Mhm. maintenant, j'ai envie d'y retourner, mais pour d'autres raisons. Oui, vous avez écrit une dizaine de livres qui sont véritablement des livres de référence. Vous avez écrit, cite quelques-uns, hein, Afghanistan, autopsie d'un désastre. Vous avez écrit Africanistan. Vous avez écrit aussi d'autres livres sur votre expérience en tant que développeur, à quoi sert d'aider le Sud. Alors, j'ai envie de vous dire, le livre que vous avez écrit, le livre de mémoire, comporte 17 notes, ou vous les appelez digressions, qui sont en quelque sorte vraiment de ce qu'on appelle une sagesse, un retour d'expérience. Comment expliquez-vous ce choix? Eh bien, en fait, j'ai voulu, vous savez, j'arrive à mes 80 ans, hein, donc quand on arrive à cet âge-là, on commence à avoir accumulé pas mal d'expériences professionnelles et personnelles. Et donc, j'ai voulu laisser un peu un itinéraire intellectuel, puisque j'ai zigzagué pas mal sur le plan de mes analyses économiques et politiques. J'ai commencé, je suis assez curieux, par HEC, où j'ai appris surtout la microéconomie, un tout petit peu de macro, mais dans une optique très business. Un business, business is business. Il Oui. faut gagner de l'argent, quelles que soient les conditions politiques du cas. Et donc, j'ai découvert l'économie par un angle tout à fait particulier. Et puis, à cette époque-là, en même temps, j'ai découvert le marxisme. Et j'ai été séduit, comme beaucoup de jeunes à l'époque, par le trotskisme, par l'enseignement de l'économie marxiste. Et j'ai décidé, à la sortie d'HEC, de faire un doctorat d'économie marxiste. Donc, j'ai préparé un doctorat d'économie marxiste très développé sur la Colombie, en fait, sur l'industrialisation de la Colombie. Et puis, je suis allé présenter ma thèse à mon professeur, qui était Mhm. un grand économiste marxiste. Et la façon dont l'entretien s'est déroulé m'a tellement dérouté, tellement fâché, je dirais. Il m'a dit, ah, vous ne parlez pas allemand, pour comprendre Marx, c'est quand même gênant, c'est quand même difficile, que je suis rentré chez moi complètement dépité. Je suis allé à la campagne, à la maison que nous avions avec ma mère,
Et puis, je suis allé au fond du jardin avec une brouette remplie de tous mes dossiers, tous mes documents. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Et je suis allé brûler ma thèse d'économie marxiste que je n'ai donc jamais soutenue. Oui. Et puis après, eh bien, je suis allé faire des études à MIT. Je voulais faire de l'économie à MIT. Oui. Et mon professeur, mon advisor, vous savez, dans ces universités américaines de luxe, vous avez un qui vous guide, qui vous reçoit 2 heures toutes les semaines, qui vous choisit les lectures, etc. Oui. Mon advisor m'a dit, Serge, tu n'es pas très fort là en macroéconomie, il va falloir faire des efforts. Il m'a donné des programmes de lecture, il m'a entraîné toutes les semaines. Et c'est là que j'ai découvert l'économie néoclassique, qui est l'économie dominante, je dirais, celle qui est pratiquée partout par nos économistes, par nos ministres des Finances, etc. Je suis assez fort en ce domaine et j'ai été également, tout comme j'ai été séduit par la cohérence de l'économie marxiste, j'ai été séduit par la cohérence de l'économie néoclassique. Oui. Et puis, quand je suis rentré à l'AFD, et puis surtout plus tard, quand j'ai travaillé comme directeur, d'abord comme chargé de mission, aussi comme directeur à la Banque mondiale, Oui. j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ne collaient pas dans les enseignements que j'avais appris en matière d'économie néoclassique, qui ne collaient pas avec ce qui me paraissait du bon sens. Et donc, j'ai voulu reprendre un petit peu mes différentes expériences, expliquer à quel point eh bien, j'en arrivais à des conclusions qui étaient différentes des conclusions de l'économie néoclassique, qui étaient en fait très proches de celles de Stiglitz, qui est assez connu. Et petit à petit, je me suis détaché de beaucoup des enseignements de l'économie néoclassique pour, je dirais, vous laisser une série d'enseignements que j'ai appelés des digressions, puisque les personnes qui liront mon livre, qui n'ont pas envie de se coller, je dirais, 4 pages d'économie, je tout à fait sauter ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le modèle suivi par la Banque mondiale, par le FMI et par d'autres institutions comme l'AFD, qu'est-ce qui ne va pas dans ces modèles-là? Parce qu'on a l'impression que on corrige certes les erreurs, mais on reproduit les schémas de pensée, les mêmes schémas de pensée. Alors d'abord, il faut voir la façon dont les choses se passent. Il y a, si vous voulez, dans les équipes qui travaillent au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, il y a beaucoup de jeunes économistes qui sortent de l'université, qui sont des garçons extrêmement, des garçons et des filles extrêmement brillants, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé l'économie néoclassique, mais il manque en même temps beaucoup de bon sens. Et j'étais encore à l'époque à l'AFD, je me suis frotté à un certain nombre de ces jeunes économistes dont les recommandations et les conclusions, qui n'étaient d'ailleurs, je dirais, contrôlées par personne au sein des institutions, me paraissaient néfastes. Et en particulier toutes les questions qui étaient relatives au commerce international. Je veux dire, la doxa en matière d'économie néoclassique, c'est enfin, finalement, c'est le libre-échange, c'est les thèses de Ricardo, les pays se spécialisent dans les domaines dans lesquels ils sont les mieux armés, et il faut libéraliser tout ça, libéraliser donc la circulation des biens, des services, des capitaux. Et on s'aperçoit très vite que dans certains cas, eh bien, ça détruit le savoir-faire qui a été accumulé dans une industrie qui marche peut-être pas très bien, mais enfin qui a déjà, c'est déjà une petite base. Eh bien, l'application sans, je dirais, sans réflexion de ces thèses classiques conduit à des catastrophes qu'on a connues dans les pays, beaucoup de pays africains. Dans les années 90, début des années 90, dans la zone CFA, les recommandations de la Banque mondiale étaient de libéraliser les échanges, de réduire les protections, etc., ce qui a provoqué la destruction des industries locales. Donc toutes ces choses-là m'ont beaucoup fâché à l'époque, et quand je suis rentré à la Banque mondiale, j'ai conduit, enfin, je dirais, une guérilla sur ces questions-là, à tel point que j'étais à l'époque directeur et j'avais donc une équipe d'une bonne centaine de personnes avec moi. Mais certains de mes économistes se sont plaints auprès du Fonds monétaire international de recommandations que je voulais faire à un pays africain. Et je me suis
convoqué par le board du Fonds monétaire international pour me faire tirer les oreilles. Et là, me faire tirer les oreilles, enfin, ils m'ont tiré les oreilles. Et puis, j'aurais fait ensuite une leçon d'économie pratique qui les a laissés un peu bouche bée. Donc, j'étais un peu personnel grata pendant quelques mois au Fonds monétaire international à cause de cette. Mais qu'est-ce qui explique qu'on est toujours, je dirais pas à la case départ, mais dans cette difficulté à véritablement définir un modèle qui soit applicable? Est-ce que c'est un peu aussi la faute des Africains dans tout cela? Non, c'est pas la faute. Non, c'est pas la faute des Africains de ce côté-là du tout. Je crois que, je dirais, l'économie néoclassique, c'est une construction intellectuelle qui est tout à fait exceptionnelle, qu'il est très difficile de démolir quand on vient de l'extérieur, sinon par des références au bon sens. En disant, vous voyez, pour commander telle chose, mais ça va faire avoir telle conséquence, et on n'est pas d'accord. Donc, cette économie néoclassique, si vous voulez, elle a été très influencée par un économiste britannique du début du 19e siècle, Ricardo, et qui a développé les thèses du libre-échange dans lesquelles les pays se spécialisent dans les domaines dans lesquels ils sont les plus expérimentés. Mais l'application de ces thèses-là, je dirais sans précaution, conduit, comme je l'expliquais tout à l'heure, à des catastrophes. Alors, le problème est d'autant plus difficile que ces thèses-là ont été efficaces dans certains cas. Par exemple, le cas de l'industrie automobile qui a été délocalisée des États-Unis au Mexique, eh bien, ça s'est fait dans un contexte de libéralisation totale. Pourquoi? Parce que les entreprises soi-disant mexicaines, c'était en fait Ford, General Motors et les grandes entreprises américaines qui étaient là, se sont installées au Mexique comme si elles étaient aux États-Unis. La circulation des biens, des techniciens, des ingénieurs était très libre, les pièces détachées arrivaient très bien. Oui. Ils ont remonté la chaîne de valeur et maintenant les automobiles sont entièrement produites au Mexique dans des conditions de parfait libre-échange. Oui. Ceux qui souffrent de cette approche-là, ce sont maintenant les Américains qui ont vu énormément de postes très qualifiés disparaître au profit du Mexique. Donc il y a des situations, des cas dans lesquels le libre-échange se comprend. Ça se comprend par exemple dans un pays comme la Pologne par rapport à l'Allemagne. Ça se comprend dans un cas par exemple de la plateforme industrielle de Tanger, qui s'appelait de Tanger. Donc il y a des cas où ça peut s'expliquer. Oui, mais je voudrais m'attarder avec vous sur l'Afrique. Votre expérience africaine est tellement riche. Parlez-nous d'abord, est-ce que l'Afrique, pourquoi le développement est en panne en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale? Alors, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, d'abord la situation est différente en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Oui. Et puis elle est différente pays par pays, quand même. Dans beaucoup de cas, il y a eu quand même des accumulations d'erreurs en matière d'économie et des accumulations de mauvaise gestion et de prédation dans lesquelles, je dirais, les responsables politiques se sont un peu trop remplis les poches. Alors, dans les erreurs économiques, il y a, moi, ce qui me frappe beaucoup, une surévaluation générale de la monnaie. Et le CFA n'échappe pas à ça. C'est pas la seule monnaie qui est surévaluée, mais c'est une des monnaies surévaluées. Et ça, c'est un handicap par rapport à un processus d'industrialisation interne qui demande du temps et qui demande en général d'avoir une monnaie légèrement sous-évaluée. Et l'exemple, on le voit bien en Chine, on le voit bien dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, qui ont construit leur économie de façon progressive et en suivant les principes d'une industrie infantile, ce que ça s'appelle en anglais infant industry, dans laquelle il s'agit de se protéger pendant un très longtemps, pendant le temps de pouvoir pousser ses propres industries progressivement, jusqu'au jour où elles arrivent à un niveau de compétitivité qui permet d'ouvrir les frontières et de conquérir les marchés extérieurs. C'est la façon dont la Chine a procédé, dont Taïwan, avant la Chine, a procédé, dont le Vietnam a procédé, dont la Corée du Sud a procédé, avec des modalités différentes selon chaque pays, mais disons que l'idée, c'est bien une monnaie sous-évaluée,
une protection permettant de construire des industries qui, lorsqu'elles sont poussées à un niveau de compétitivité satisfaisant, peuvent rentrer dans la jungle qu'est le marché mondial et s'imposer dans cette jungle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour vous, à travers toute l'expérience que vous avez vécue et ce regard critique sur les modèles de développement, comment aujourd'hui enclencher ce processus de développement de l'Afrique? On voit des évolutions, certes, depuis ces dernières années, mais c'est un mouvement brownien et on sent il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette manière de faire. Je dirais, pour simplifier les choses sur l'Afrique de l'Ouest, il y a deux types de situations. Vous avez des pays qui ont une plateforme portuaire exceptionnelle. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, deux pays que je connais assez bien. Et puis, vous avez des pays d'intérieur qui sont dans des grandes difficultés. Et dans le pays de l'intérieur, je mettrais même, je dirais, la moitié de beaucoup de pays côtiers, le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Nigeria. Et donc, vous avez des problématiques qui sont très différentes dans la mesure où, dans les pays de l'intérieur, le potentiel économique est quand même assez faible. Vous avez des risques agronomiques et des risques climatiques qui sont considérables. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont des pays qui sont en difficulté et qui se heurtent à des conditions concrètes en matière d'agriculture, etc., qui sont particulièrement difficiles. Je reviendrai un peu là-dessus. Mais les pays à plateforme portuaire, c'est-à-dire le sud de la Côte d'Ivoire, l'ouest du Sénégal, à la proximité de Dakar, eh bien, il faut utiliser ces plateformes portuaires. Et il faut, je dirais, faire un peu ce que les Marocains sont en train de faire sur la plateforme industrielle de Tanger. C'est-à-dire, il faut rentrer, comme l'ont fait également les Mexicains, comme l'ont fait les Chinois. Il faut avoir des conditions extrêmement favorables pour que l'investissement étranger, avec des coûts de main-d'œuvre satisfaisants, puisse s'implanter. Actuellement, la difficulté qui se présente, c'est qu'avec le franc CFA, avec l'historique des politiques économiques, les coûts de main-d'œuvre sont relativement élevés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai au Sénégal, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Donc, la capacité d'attirer des industries de transformation dans ces plateformes portuaires est relativement faible, mais elle n'est pas nulle. Et comme il y a déjà des noyaux industriels qui sont tout à fait importants, tout à fait satisfaisants, eh bien, il faut travailler là-dessus. Il faut faciliter par quantité de mesures diverses l'implantation d'industries étrangères. Il faut les protéger. Il faut leur ouvrir le marché régional à l'intérieur. Il faut faciliter les exportations. Et donc, c'est tout un processus, je dirais, industriel qu'il faut faire, comme l'a fait l'Éthiopie. L'Éthiopie a un bon développement dans ce domaine. L'Éthiopie a plusieurs atouts par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Elle a d'abord un marché de 100 millions d'habitants. Elle a une énergie très peu chère et elle a une main-d'œuvre qui n'est pas chère. Oui. La main-d'œuvre est chère en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il faut, dans ce cas, qu'elle soit extrêmement bien formée, extrêmement performante. Et là aussi, la formation technique n'est pas assez satisfaisante. Les méthodes d'enseignement technique ne sont pas les bonnes méthodes. Donc, il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Mais c'est pour voir un processus d'industrialisation qu'il faut absolument pousser et qui est insuffisant dans les grands pays à plateforme portuaire. C'est pour moi très, très, très clair. Le Sahel, aujourd'hui, on assiste d'abord il y a des facteurs extrêmement graves, notamment les menaces du changement climatique, la menace du terrorisme qui se généralise complètement dans la région. Comment vous avez déjà traité ce sujet à travers des articles, mais aujourd'hui, où en est-on et comment aborder ce sujet majeur pour cette région? Alors, si vous voulez, d'abord, je suis un amoureux des pays du Sahel. J'ai travaillé 5 ans, j'ai vécu 5 ans au Niger comme directeur local de l'AFD. Et en tout, j'ai passé une dizaine d'années au Sahel. Alors, ce sont des pays qui ont quand même un potentiel qui est relativement limité. Il ne faut pas se faire trop d'illusions.
Et vous avez un double problème de base. Vous avez, si vous voulez, des conditions naturelles qui sont quand même extrêmement difficiles. Dans les conditions naturelles, vous avez un potentiel foncier qui est limité. Vous avez une climatologie qui est très aléatoire. Alors, il y a des années, ça marche bien. Il y a même des périodes, ça marche bien pendant 5-10 ans, c'est le cas actuellement. Et puis, vous avez aussi des périodes de sécheresse qui sont dramatiques. Et puis, vous avez une démographie. Alors là, on va m'accuser encore de beaucoup de choses, mais il faut quand même regarder ce qu'il en est. Vous avez une démographie qui est folle, qui est logique. Mais sur le constat, tout le monde est d'accord, mais comment hiérarchiser les Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques sur ces problèmes de démographie. Si vous voulez, moi, j'ai connu le Niger. La première fois que je suis allé au Niger, il y avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 21 millions. Bon, il faut bien voir que ça commence à poser des problèmes. D'autant que dans 20 ans, ils seront 45 millions. Bon, et puis on continue comme ça. On continue comme ça, pourquoi? Parce que la démographie, c'est quelque chose d'assez scientifique et qu'on fait des prévisions à 25 ans qui sont très, très précises. Oui. Eh bien, il y a un point sur lequel il faut quand même s'inquiéter, c'est le phénomène du non-enclenchement de la transition démographique. Quand vous prenez les pays, par exemple, comme l'Algérie, comme le Maroc, qui ont eu également une démographie assez folle, en particulier dans les années 50 et 60, eh bien, qui se manifestaient par des taux de fécondité des femmes, c'est le nombre d'enfants en moyenne par femme, de l'ordre de 7, 6, 7, 8. Oui. C'est la même chose au Niger. Mais en 40 ans, les pays du Maghreb ont réussi à maîtriser cela et sont tombés à des taux de fécondité comme la Tunisie, c'est à 2 à peu près, presque comme en France. Au Niger, on est toujours à 6-7. Ça veut dire que pendant 20 ans, on va encore avoir des enfants, quelles que soient les mesures qui sont prises. Donc, on est dans une impasse démographique. Ça, c'est très, très grave sur le plan. Parce que ça signifie, quand on a un faible potentiel foncier, un faible potentiel agricole, avec des aléas climatiques, on va avoir énormément de jeunes qui arrivent tous les ans d'abord tous les ans dans les écoles. C'est tellement énorme que les conditions d'enseignement sont lamentables. Les conditions également sanitaires sont lamentables parce qu'on n'arrive pas à suivre, je dirais, l'arrivée des enfants. Oui. Et puis, on va avoir au plan de l'emploi énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de job. Mikhaïlov, est-ce que l'avenir de l'Afrique tient à cette équation de mutualisation ou de la recherche de synergie? Il faut bien poser le problème si on veut le résoudre. Je crois que pour l'instant, on ne l'a pas véritablement posé de façon correcte. Donc, il y a, je dirais, une masse de jeunes qui a beaucoup de mal d'abord à être scolarisés correctement, oui. Qui a beaucoup de mal à avoir une formation technique et qui a beaucoup de difficultés, évidemment, à trouver des emplois. Et ça, c'est je dirais, une matière première pour les djihadistes qui est fantastique. Oui. En plus de cela, on a une hétérogénéité ethnique et avec des tensions qui sont des tensions historiques, en particulier entre éleveurs et agriculteurs. Et tout ça, ça conduit, je dirais, à des tensions avec la démographie, à des tensions qui sont très, très mal gérées. Oui. Donc, vous n'avez pas aujourd'hui une guerre contre les djihadistes. Vous avez quantité de mouvements armés qui sont pour certains des mouvements armés qui sont dirigés qui sont de la finalité de protection. Il s'agit quelques villages s'organisent pour se protéger contre des bandits d'abord, ou contre les djihadistes, et puis qui conduisent des opérations contre d'autres villages qui ont fait par exemple un raid pour essayer de les voler. Donc vous avez une activité armée qui n'a rien à voir avec le djihadisme, qui est simplement liée à l'existence des armes, parce que les armes sont maintenant faciles à trouver, et que les villages ont peur, les gens ont peur et se battent entre eux. Et quelques groupements djihadistes qui sont plus ou moins, je dirais, avec lesquels on peut plus ou moins négocier. Vous avez Al-Qaïda, avec Iyad al-Ghali, on peut négocier avec un type comme ça.
Et certes, c'est un djihadiste, mais c'est d'abord un grand chef touareg qui a des actions politiques, qui a eu des fonctions politiques même autrefois au Mali. Je ne vois pas pourquoi il a été ostracisé de cette façon-là. Il y avait moyen de négocier. Est-ce que Vous avez l'État islamique, le grand État islamique, où on a des fous de Dieu qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre réduire. oui. Donc, Mais Serge Mikhaïlov, on a bien compris votre vos analyses et surtout cette vision et les facteurs sur lesquels il faut agir. Mais peut-être pour terminer cet entretien, on aurait pu aller sur plein d'autres terrains. C'est que comment, quels sont les motifs d'optimisme si on veut se projeter dans l'avenir proche? D'abord, les motifs d'optimisme, c'est qu'il y a un potentiel considérable. Tout le sud, toute la bande côtière sur 300-400 kilomètres, je dirais, autour d'Abidjan, autour de Dakar, etc., ce sont des zones qui ont un potentiel colossal. Quand vous traversez toute cette région en voiture, on voit que le développement est en route en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un modèle au plan agricole. Ils ont réussi des choses qui sont tout à fait remarquables. Et c'est un modèle de démarrage au plan industriel. Donc vous avez le développement en route dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas assez. Et donc, beaucoup de pays voisins, vous avez un modèle sous les yeux qu'il faut imiter. Quand vous venez du Ghana, dont on change les louanges, parce que c'est un pays qui est intéressant sur le plan de la gestion. La gestion politique, c'est beaucoup plus stable que beaucoup des pays de la zone francophone. Mais quand vous traversez le Ghana, le sud du Ghana, c'est quand même, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a quelques expériences à droite à gauche. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous trouvez un paysage agricole qui est transformé, qui est stabilisé, avec une production colossale, avec des gens qui boulot. Donc là, vous avez un modèle qui colle. Alors, ce qui est plus difficile, c'est quand on remonte dans le nord, et quand on remonte véritablement dans le nord, dans l'extrême, et là, il faut retravailler une agriculture, je dirais, qui est difficile, mais qui a un certain potentiel. Par contre, ce potentiel, il faut l'analyser, il faut y mettre des gens très très sérieux et très solides là-dessus. Et d'autre part, il faut former techniquement les jeunes pour que, lorsqu'ils descendent dans le sud, ils aient déjà un métier, qu'ils soient carreleurs, qu'ils soient maçons, qu'ils soient électriciens, qu'ils soient électromécaniciens, qu'ils soient compétents en mécanique automobile. Et ça permettra d'être autre chose que des balayeurs ou des gardiens de nuit dans l'Afrique qui bouge déjà très vite. Hein. Oui. Côte d'Ivoire, ça fait 60 ans que je la connais. C'est extraordinaire, la transformation. Je recommande, Serge Mikhaïlov, la lecture de votre passionnant livre Revoir Églolik. Vraiment 485 pages de bonheur, une écriture très personnelle, une écriture alerte où vous vous lâchez finalement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir permis un peu de mieux comprendre vos dernières années qui restent d'une richesse exceptionnelle. Merci. Merci beaucoup, Elie Chemeniech. Merci encore. Merci.